Nobel raconte l'histoire de femmes qui ont changé le monde avec leurs découvertes, mais que leurs contemporains ont préféré royalement ignorer. Ici, on rencontre Miss Me, l'artiste à l'origine de l'exposition du Planétarium qui a décidé de redonner une juste place à ces femmes de science. Elle s'est fait connaître comme artiste de rue avec des œuvres éphémères sur les murs de la ville de Montréal, des autoportraits nus et masqués. Elle ne révèle pas son identité ni dans ses œuvres ni en public. Elle porte un masque avec des oreilles de Mickey pour rester anonyme. Le Planétarium lui a commandé une série d'œuvres pour bâtir une exposition dont le but est de mettre en valeur des femmes de science importantes, mais que l'histoire a oubliées. Et elle a accepté. Bonjour, Miss Me. Bonjour. Et on est avec Camille aussi. Camille, qui est une femme de l'ombre. Le public ne te connaît pas, mais peux-tu te présenter? Oui, bonjour. Je m'appelle Camille Janson-Marcheterre. Je suis coordonnatrice en activités loisirs scientifiques au Planétarium. Et là, je voulais vous parler à toutes les deux parce que cette exposition-là est vraiment inattendue, je pense. Miss Me et le Planétarium ensemble, la science et l'art se rencontrent dans une expo pour mettre les femmes en valeur. Comment c'est arrivé ce mélange-là? Écoute, on a plusieurs versions. Plusieurs versions des faits. Il y a comment on s'est rencontrés, en fait. Il y a une véritable rencontre de deux personnes qui, quelque part, n'auraient pas forcément dû se rencontrer, et c'était Olivier et moi. Olivier qui est du Planétarium. Oui, Olivier Hernandez, le directeur du Planétarium. À l'époque, il n'était pas encore le directeur du Planétarium. Il travaillait pour l'Observatoire du Mont Mégantic et il était le directeur de tout exoplanètes, voilà. Le directeur des exoplanètes. Le directeur de toutes les exoplanètes, messieurs, dames. Non, j'ai pas envie d'amocher le titre de qu'il avait, etc., mais il travaillait avec les universités et il travaillait sur tout ce qui était les découvertes des nouvelles exoplanètes à travers l'Observatoire. On s'est rencontrés au premier TEDx HEC à Montréal. Tous les deux, on avait été des personnes panélistes. des panélistes, voilà le mot que je cherchais. Donc, en fait, le côté improbable, il s'est fait là. Les gens de HEC, quand ils ont fait leur premier TEDx, ils ont essayé, comme souvent, je pense le mandat de TED est, de mettre ensemble des gens qui sont un petit peu très différents pour parler d'un thème commun. Et donc, ils étaient venus me chercher. J'étais dans mon année où je m'étais promis que la manière dont j'allais gérer mes peurs, qui était en fait mon plus gros frein dans la vie, c'était de dire oui à tout ce qui me plaisait et de, comme je disais, figure it out after. Moi, j'étais là, j'avais envie, je savais pas, j'ai jamais fait de speech, j'avais jamais parlé en public, j'ai dit oui. Et comme de fait, j'ai figure it out after. Et il était là, lui. Et moi, tout ce qui est astrophysique, c'est un truc qui me fascine, mais qui me fascine un peu de loin. C'est-à-dire que je m'y connais pas vraiment, mais le peu que je connais me fascine et dès que je tombe sur un documentaire ou quelque chose, je le regarde. Et donc là, j'avais un vrai astrophysicien devant moi. Et du coup, j'ai suivi Olivier partout comme un enfant qui venait de voir Mickey. Je lui disais, vas-y, raconte-moi des trucs, dis-moi juste des trucs, raconte-moi. Je savais même pas quoi lui demander. Mais t'as une curiosité comme pour le ciel, pour l'astrophysique. Puis... Pour le contexte humain, pour le contexte de la planète Terre. Tu veux du contexte à l'humanité? Oui, parce que je trouve que beaucoup des problèmes de l'humanité, c'est le manque de contexte. C'est le manque de voir combien grand est le contexte, combien petits sont nos problèmes, la compréhension de soi, la compréhension du pourquoi, du comment. Il n'a aucun sens si on le garde à minuscule échelle. À échelle culturelle, à échelle de temps, à échelle géographique, il devient ridicule. Et après, c'est chacun son truc. Mais donc oui, pour moi, c'est une question de contexte. Donc, clairement, Olivier a perçu ça en toi aussi, que tu avais un intérêt pour la science, même si, justement, on pourrait ne pas s'y attendre étant donné que tu es une artiste. Oui, je pense que ça l'a surpris, effectivement, le fait que moi, parce que j'étais
de loin la personne la moins conventionnelle de tous les panélistes, hein, vraiment. Tous ces gens, en fait, avaient déjà fait des panels, avaient déjà fait des conférences, des choses comme ça. Moi, c'était la première fois. Et c'est très drôle parce que la personne qui arrêtait pas de parler de tous les speeches qu'il avait fait, c'est la personne qui a complètement pas réussi et qui a perdu le fil de ce qu'il a dit. Il a jamais réussi à... Ah! Ouais, c'était assez ironique, en fait. Donc c'est ça. Et en plus, Olivier il m'avait confié qu'il avait beaucoup aimé ce que j'avais à dire. Mais je pense que surtout au début, c'était quand même il y a longtemps, les gens, ils me connaissaient peu et ils étaient encore dans la période où ils étaient très surpris du fait que, en fait, j'étais pas une bête sauvage qui faisait des choses dans la rue. Mhm. Parce que le simple fait que je faisais mon art en dehors de toute convention, en dehors de toute règle, dans un milieu qui est perçu, la rue, comme quelque chose de hors la loi, qui est hors la loi, soyons honnêtes, ils ne pensaient pas qu'il pouvait y avoir une véritable réflexion et même des mots intelligents derrière, en fait. Mais je me rappelle parce que, écoute, ça fait combien de temps là, que tu as commencé à... J'ai commencé mon premier collage dans la rue, je l'ai mis en janvier 2012. OK. Parce que moi, je me rappelle, c'est ça, il y a des années, maintenant, je vivais dans le Myland, puis il y avait un collage de toi sur le building où je vivais, comme Ah dans ouais? la ruelle de mon building. Puis justement, je savais pas du tout, mais je suis comme, ah, quelqu'un a fait comme un graffiti, du Ouais, ouais. vandalisme. Je savais pas du tout. Puis après, j'ai appris que, ah, non, non, c'est une artiste, puis elle fait ça, puis elle s'appelle Miss Me, puis c'est comme ça que je t'ai découverte. Mais le planétarium, c'est ça, quand vous êtes allé chercher Miss Me, comment ça s'est passé? Vous saviez déjà que vous vouliez faire une exposition qui mettait en valeur les femmes scientifiques? Oui, parce que dans le fond, moi, ça fait quelques années que je travaille au planétarium. Le projet on a eu l'idée, disons, là, avant la pandémie. Là. Oui, c'est ça. Puis la mission du planétarium et d'Espace pour la vie, là, c'est vraiment que la science, c'est pour tout le monde. On veut mettre de plus en plus l'accent sur les femmes et les filles en sciences. On veut faire de la place à la diversité. On veut que nos espaces soient inclusifs. On veut que tout le monde se sente bien de venir au musée puis d'apprendre sur la science, peu importe c'est quoi ton niveau de connaissance de base. Et là, on était en train de voir quelles prochaines expos on allait faire et c'est là que on a eu l'idée d'aller faire une expo avec Miss Me, de faire des portraits de femmes qui ont été mis de côté, ignorées à travers l'histoire, des femmes scientifiques, surtout dans le domaine des mathématiques, astrophysique, physique, parce que c'est plus là-dessus que le planétarium, on se concentre, là, si on veut, mais c'est là, vu qu'Olivier connaissait bien Miss Me, vous vous étiez Oui, parce que rencontrés... finalement, on est devenus amis au final. c'est ça. Et oui, on s'était dit, mais ce serait magique de faire quelque chose parce que comme je te disais tout à l'heure, moi, tout ce qui est un petit peu mélange improbable, mélange auquel on s'attend pas, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours excitée, dans tous les domaines d'ailleurs. Et là, je pense qu'il y avait vraiment quelque chose parce qu'effectivement, même moi, dans mes discours, dans toutes sortes de choses, vu que j'ai un langage qui est le langage de la rue, bon, un peu plus général actuellement, mais c'est un langage qui est quand même assez cru, enfin, qui est pas habituel pour le genre de message que je véhicule forcément. Le mélange intrigue et du coup, c'est toujours un mélange qui va faire venir un public ou faire écouter ou faire découvrir un public qui aurait été, comme disait Camille, qui aurait été peut-être être intimidé parce que on se classe souvent dans des styles, dans des choses qu'on fait, dans des activités qui nous correspondent ou pas. C'est au-delà de juste comment on s'habille ou comment on parle. Et du coup, c'est des choses, moi, j'ai toujours aimé faire ce genre de choses. Même, je veux dire, une de mes premières séries, je me rappelle, moi, je chantais le jazz à l'époque, j'ai fait le Ah oui? conservatoire. Ah Oh, oui? ouais, moi, j'ai fait... Tu as eu une vie, là. Moi, j'ai eu, ouais, vraiment... Tu as été designer, chanteuse de jazz. Exactement, j'étais chanteuse classique. Enfin, déjà, quand j'étais enfant, je faisais partie Oh! des chœurs de l'opéra. Oh non, non, j'ai vraiment fait plein de trucs, vraiment. Et c'est des choses que j'ai toujours gardées. Et donc, du coup, je sais que j'avais dessiné une de mes premières séries, c'était les Jazz Saints. Et j'avais intégré exprès des visages qui étaient connus, comme Nina Simone, Miles Davis, mais pour pouvoir intégrer des visages après dans la même série que les gens puissent aller rechercher une Sarah Vaughan, un George Gershwin. Et donc, cette idée d'ouvrir des portes un petit peu que je trouve dommage qui sont fermées simplement parce qu'on ne se reconnaît pas dans un style qui nous a été prédéterminé, en fait. Puis on voulait... Ton art est très... rebelle, un peu provocateur, tu sais, ce qui n'est pas nécessairement ce qu'on retrouve dans un musée normalement, Ouais. encore moins peut-être un musée de sciences, on pourrait dire. Fait qu'on voulait, en plus, c'était l'occasion d'un peu éclater ce qu'on fait d'habitude, de faire quelque chose de nouveau, de rendre ça spécial,
pour créer... Le planétarium voulait aller ailleurs. Exact. On voulait Mm. aller ailleurs, puis on voulait rendre ça invitant, exactement, à peut-être des gens qui n'auraient pas le réflexe de venir au planétarium d'habitude. Tu sais. Mhm. Ouais, non, c'est ça, c'est le mélange des deux mondes. Puis même, tu as Mm. dit le mot rebelle. Mm. Mais honnêtement, oui, ce que je fais, c'est considéré rebelle. Ça l'est. Mais honnêtement, si on regarde chacune de ces femmes de science dont on parle dans cette expo, elles le sont 1000 fois plus que moi. Ah oui, tu penses? Ouais. De C'est quelle juste, manière? elles ont été contre des systèmes entiers pour pouvoir être et pour pouvoir offrir. C'était beaucoup plus difficile d'être une femme qui pensait pas comme tout le monde à cette époque que ça l'est aujourd'hui. Je veux dire, moi, ma rébellion, oui, mais elle est bien plus facile que la rébellion de nos mères, de nos grand-mères, de nos arrière-grand-mères, et encore plus de ces femmes-là qui ont été contre les conventions de l'époque. Est-ce que tu as vu ça un peu comme une manière, justement, d'honorer des pionnières qui sont Oui. venues avant? Ouais. Oui, Hmm. à fond. Ah, moi, je suis à fond là-dedans, vraiment. Puis comment vous les avez choisies, les femmes? On est allé avec les histoires qui nous ont le plus surpris, choqués peut-être, frustrés, fâchés. Même moi, il y avait des femmes On a fait une liste à la base, tu sais, on a fait une première recherche. Il y avait des femmes que je connaissais pas moi-même. Tu sais, j'ai fait des études en sciences, mais j'y connaissais même pas. Évidemment, comme ces femmes-là, on n'en a pas parlé beaucoup au courant de l'histoire. C'est pas toutes elles avaient pas toutes des portraits, dans le Mm. fond. Et que ça a été un de nos critères, mais honnêtement, c'était tellement difficile de choisir. Tu sais, on pouvait pas en faire... fallait se restreindre. Comme disait Camille, moi, je base toujours mes portraits sur des photos. Et il y a vu que c'était comme exactement ce que disait Camille, vu que c'est des gens qui ont peu été célébrés, il y a peu de photos Mhm. ou c'est trop ancien, etc. Et puis, il y avait aussi un souci d'essayer de représentation. Donc, c'est pas juste les femmes, mais c'est les différentes origines, etc. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il a été difficile de trouver, par exemple, des femmes noires. Il y en a beaucoup moins. Mais pourquoi il y en a beaucoup moins? C'est parce que justement, c'était d'autant plus difficile quand on était une femme noire à l'époque d'avoir un quelconque rôle scientifique qui puisse ouvrir des barrières scientifiques aux autres. Enfin, et c'est là où on s'est vraiment, on a été face à la difficulté Des pas- discriminations du passé. de discrimination du passé, non seulement de trouver assez de femmes, je veux dire, de faire des recherches sur des femmes qui n'ont pas été assez célébrées. Donc, c'est Mhm. beaucoup plus difficile que de trouver toutes sortes d'informations sur des hommes. Donc là, déjà, il y a un souci. Les femmes où on trouve le plus d'informations, c'est pas forcément les femmes qui ont fait le plus. C'est peut-être, il y a un contexte, peut-être il y a un contexte que ce soit culturel ou que ce soit de temps où elles ont plus eu de possibilités. Donc, on est vraiment face à ça, en fait. Et d'autant plus si justement ce sont des femmes noires, etc., où là, il y a encore moins. Mais pourquoi il y a encore moins? C'est parce qu'il y avait encore moins de possibilités. Puis des fois, c'est drôle parce qu'on avait de l'information sur ces femmes-là seulement parce que on parle de leur histoire, parce qu'elles ont été ignorées. Tu sais, c'est même pas des femmes qui ont juste fait des choses importantes en sciences au fil des ans. Là, sont célèbres parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'on les a... Ignorées pendant trop longtemps par rapport à leur apport, Exactement. leur Fait que contribution. déjà, on parle d'une manière bizarre de faire de la recherche. Miss Smith a fait des portraits avec des mots sur les visages des femmes scientifiques. D'où est venue cette idée-là et pourquoi, comment tu as choisi ces mots-là? Alors, la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est parce que assez rapidement dans mon travail, j'ai réalisé que quand je réalisais des portraits, les gens commençaient à... En fait, c'est à double tranchant, les portraits, je trouve. Et je pense que c'est une question que les religions se sont posées, en tout cas les religions musulmanes en particulier et juives aussi, et sûrement d'autres. Mais quand on commence à représenter quelqu'un, l'image devient icône presque. Et je pense que ce serait mal servir ces femmes que de les représenter que par leur physique. Parce que c'est la chose la moins intéressante chez elles. Donc de rajouter des mots sur leur visage, déjà, c'est les faire parler. C'est une esthétique, moi, qui me plaît parce qu'elle est extrêmement non conventionnelle, justement, pour des femmes scientifiques, où on a un côté un petit peu classique de représenter les choses et de faire les choses. Donc moi, déjà, de nouveau, ça, c'est quelque chose qui me plaît, mais ça les faisait parler. Il y avait quelque chose qui n'était pas juste leur visage. Et je trouvais que c'était un portrait qui était plus, pour moi, plus juste, plus respectueux.
Et là, tu fais une expo comme ça, officielle, légitime, mais est-ce qu'en parallèle, tu continues à faire de l'art, de rue? Bah oui. Oui. Bah oui, oui. Mais disons que je fais de l'art de rue, mais l'art de rue, autant j'ai commencé 100% à faire que ça, autant aujourd'hui, c'est juste une petite partie de ce que je fais. Donc je continue, mais c'est plus uniquement ce que je fais. Je veux dire, je travaille sur des expos, sur des vidéos, sur toutes sortes de choses. Heu, ouais. Et est-ce que c'est pour ça que tu tiens à garder l'anonymat parce que c'est pas tout à fait légal de faire de l'art de rue? Ça a été une des raisons, au début, parce que je trouvais un petit peu idiot de se mettre à côté d'un, entre guillemets, «crime». Enfin, c'est quand même hey! Même si j'ai jamais considéré que ce que je faisais était grave. J'ai ma propre version, Ta propre morale? j'ai ma propre morale, vous pouvez aller regarder mon TED Talk. Non, je suis tout à fait à l'aise avec ce que je fais, je suis tout à fait OK avec ce que je fais. Mais c'était aussi ça, c'était une des raisons, mais c'était aussi le fait que principalement, j'avais envie d'enlever mon apparence physique de ce que je faisais, en fait. C'est mon apparence physique m'a beaucoup, pesée, a beaucoup prédéterminée et je pense qu'elle le fait pour une grande majorité de femmes encore aujourd'hui, même dans nos cultures, et c'est quelque chose qui me pesait beaucoup trop et je voulais vraiment, vraiment m'en débarrasser. Donc j'ai décidé de parce que je remarquais que et c'est pas une critique des autres, c'est une critique de moi y compris, c'était que dès que qu'une femme fait quelque chose, c'est égal ce qu'elle fait, on va avoir à un moment donné envie de voir à quoi elle ressemble et d'avoir une opinion sur si on la trouve belle, attirante, pas attirante. Et je voulais pas que ce discours fasse partie de quoi que ce soit que je fasse. Parce que je le trouve idiot, je le trouve, qui mène nulle part et donc je voulais pas. Et donc j'ai décidé d'enlever, cette partie-là de moi et c'est tout. Et du coup, je me suis donné un visage, je me suis caché le visage de 1000 manières différentes au début, jusqu'à ce que je trouve, ce visage-là qui en fait, je l'avais rêvé et je me suis dit: «Mais ça, c'est tellement plus moi que mon visage génétique». Nos visages génétiques, donc en génétique, on n'y est pour rien. Ça nous est c'est quelque chose, c'est qu'on nous a donné, voilà, par la force des choses. Mais j'avais envie de me déterminer pour moi-même, donc je me suis créé mon propre visage qui, pour moi, me correspond beaucoup plus. Et en plus, je suis devenue un cartoon, enfin, c'est génial, tu vois? Enfin, voilà. Est-ce que c'est un Mickey? Moi, je vois un Mickey, mais est-ce que je vois la bonne C'est affaire? Écoute, oui, dans le sens où pour moi, c'est un mélange de 2 choses. C'est un mélange d'un balaclava qui est pour moi quelque chose de visuellement très agressif et quand je le mets, je vois, hein, les gens, ça les perturbe. Il y a quelque chose qui est très agressif dans la compréhension visuelle du truc, et le côté Mickey, c'est quelque chose, oui, c'est Mickey dans le sens où c'est Disney, dans le sens où tout ce que ça représente, c'est-à-dire moi, je regarde des cartoons tout le temps. Si vous venez chez moi, vous allez voir, c'est comme si j'étais un enfant. J'ai des toys et bon, c'est des trucs, de collection, mais même ça reste, un peu un monde enchanté, et j'y tiens beaucoup. J'ai toujours dit: «Je suis pas un adulte immature, je suis un adulte je suis un enfant extrêmement mature». Et donc ça me représentait. J'ai quelque chose de très sérieux. Ce que je fais, je le fais de manière très sérieuse, j'y crois, je me bats jusqu'au bout pour mes idées, mais j'ai un côté où je me prends pas au sérieux non plus et j'aime rigoler et j'aime les trucs pour les enfants et voilà, quoi. Mmh. Donc ces 2 extrêmes-là me représentaient. Est-ce que tu considères que tu fais de l'art politique et hem, est-ce que tu es habitué comme à choquer ou à provoquer ou c'est quoi ton rapport à ça, la provocation? Mon rapport à la provocation, il est pas pour provoquer. Il est pour moi. Je vois la provocation comme en fait un symptôme du tabou, un symptôme de quelque chose, qui est interdit et si je choisis d'aller là-dedans, c'est que je pense qu'il y a quelque chose qui devrait pas l'être, quelque chose qui doit être secoué. Donc j'utilise la provocation, c'est ça, pour moi, c'est le symptôme de quelque chose qui devrait peut-être être, nettoyé, revu, repensé et peut-être, dégagé, en fait. Mmh. Donc c'est pas la provocation pour la provocation, ça personnellement, j'y crois pas, ça m'intéresse pas. De hurler pour rien dire, j'y crois pas non plus. Je pense que je préfère rien dire que de dire une grosse connerie, pour embêter les gens. Juste pour choquer. Ouais, non, honnêtement, c'est ça. Le choquer pour choquer, non, ça m'intéresse pas. Je pense vraiment qu'il faut. Je suis quelqu'un d'hyper réfléchi, voire 10 fois trop réfléchi, donc j'ai toujours quelque chose à dire et si je fais rarement des choses, j'ai envie de dire rarement parce que j'ai envie de dire jamais, mais sûrement que j'ai sûrement fait des ma mère, sûrement serait pas d'accord avec vous. Mais je fais rarement les choses pour rien, honnêtement. Quand tu dis: Mmh. «Est-ce que c'est politisé?» Ça le devient, mais à la base, c'est à l'échelle
de moi, unitaire. Mais oui, j'ai des tonnes d'opinions. On va pas faire comme si j'avais pas des tonnes d'opinions. Surtout tout ce qui est de la réalité de la femme, de la réalité du genre, de la réalité, sociale, de ce que ça peut impliquer justement au niveau politique. Mais ça part de l'individu quand même à la base. Donc, c'est quand même politique, mais à C'est une politique par échelle... défaut, genre. Hmm. Tu vois? Si je vais pas dans la politique pour la politique, franchement non, parce que c'est un casse-tête impossible, mais ça le devient parce que ce sont des choses qui ont été politisées. Le corps de la femme a été politisé. Ce serait bien si on arrêtait. Voilà. Et là, on s'attend à quelle réaction, autant du côté du planétarium que de toi, Miss Me, du public, par rapport à l'exposition? On s'attend, on espère que les gens vont découvrir des... Mais il y avait eu des soucis, non? Il y avait Ben, pas eu un truc à un moment donné justement avec le fait que j'avais mis des textes sur des visages? C'était c'est quelque chose de sûr trop que... inconventionnel, il y a eu déjà des réactions. Oui, c'est sûr que, bon, on est dans le contexte de... On est une institution de la Ville de Montréal. Miss Me fait un art très... comme on en parle depuis tantôt, là, quand même un peu plus hors de ce qu'on fait habituellement, nous, dans nos musées. C'est aussi mon type d'art. Je veux dire, C'est l'art, aussi, comme on exact. disait, l'art et la science, pour moi, il y a quelque chose quand même qui est pas si impossible, enfin, il y a du sens. Mais Oui, totalement. c'est le fait que vous soyez associé à moi et Totalement. l'image que moi j'ai, parce qu'au final, et c'est pas si fou ce qu'on a fait du tout quand on me connaît vraiment, quand on connaît mon travail vraiment. Mais quand on connaît peu ce que je fais, j'ai une image qui est un peu, voilà. C'est sûr que c'est sûr qu'au début, quand on expliquait à tout le monde ce qu'on allait faire et qu'on a dit: «Oui, on va faire une expo sur des femmes en sciences, avec l'artiste Miss Me» et que là, les gens, sur le côté, allaient sur Instagram, googler tout de suite «C'est qui Miss Me?» par exemple, ceux qui te connaissaient pas. Là, ce qu'ils voyaient, on sentait un petit 2 Malaise. minutes, là, un petit recul. Mais Petite tout 2 minutes. petite pause. Mais tout de suite, tu sais, après, on leur montrait les portraits les ébauches qu'on avait commencé, tout, puis la réponse était super positive, là, parce que c'est des portraits, sont magnifiques, là, puis ces femmes-là qu'on est justement pas habitué de voir représentées, par exemple, sur des belles photos, ils ont peut-être 1, 2 portraits ici et là, tout petits en noir et blanc, dans le coin d'un livre, ben là, elles sont en format géant dans nos expos avec un texte qui raconte leur vie, en lien avec des thèmes qui sont d'actualité. Et, et pour nous, ben, c'était super inspirant de faire quelque chose d'un peu nouveau. Ouais, non, c'est ça, c'est qu'il y a un côté, tu sais, de les mettre dans mon langage visuel qui est plus moderne, justement, que tout ce qu'on voit d'elles. On les ramène dans notre présent. On les ramène, comme tu dis, d'actualité, de manière en tout cas visuelle. Et ça, je pense que c'est intéressant parce que c'est des femmes qui sont, enfin, qui sont pas juste d'une époque. C'est des femmes qui sont de maintenant, de toutes sortes de manières. Et c'était une manière de le faire visuellement assez simple, finalement. Ce qu'on avait envie, là, c'est que les gens connaissent le nom de ces femmes-là. Déjà, c'est comme... ouais. Déjà de base, Très bonne mais base. aussi, là, c'est de penser rêver un peu, là, mais autant que d'autres scientifiques masculins qu'on connaît tous de nom, mais qu'on sait même pas ce qu'ils, tu sais, qu'ils sont faits, ils sont super populaires, mais Ils sont rentrés dans la culture populaire, carrément. c'est ça, certains. ces femmes-là, ils ont pas gagné de prix Nobel parce qu'elles ont été ignorées à cause de toutes sortes de raisons, mais ce qu'elles ont fait, ça a révolutionné la science d'aujourd'hui, là. On utilise ce qu'elles font tout le temps, partout, autant que ces hommes-là qu'on connaît bien. On trouvait ça dommage qu'ils restent dans l'ombre. Et il y a aussi ce phénomène-là chez les artistes en art. On le sait là, qu'il y a moins d'artistes femmes connus que d'artistes hommes connus. Toi, est-ce que tu vois quand même plusieurs parallèles entre les artistes et les scientifiques? Je pense qu'il y en a énormément. Le simple fait que femme est femme dans des contextes historiques qui sont similaires dans tous les milieux, les femmes vont avoir beaucoup moins de possibilités d'écoute. Donc oui, dans tous les milieux, je veux dire que ce soit artistique, scientifique, d'ingénieur, enfin tout. Enfin, je veux dire, il y a vraiment quelque chose où c'était des réalités sociales. Donc voilà, Puis- manque d'éducation, manque de toutes ces choses-là. Vas-y. Ben, j'allais dire, moi, ce qui me vient en tête quand on parle de science, tu sais, c'est de la créativité.
ce que les scientifiques découvrent, comment on fonctionne, comment on découvre des nouvelles choses, c'est penser à des nouvelles manières que la nature peut s'exprimer. Puis moi, ça fait du sens. Non, c'est ça, c'est exactement ce dont on discutait tout à l'heure. C'est qu'il y a un point commun, comme tu dis exactement, comme on en discutait tantôt, entre pour moi, ma vision un peu naïve peut-être de la science qui révolutionne et de l'art, c'est de penser autrement. Vraiment, de se dire, OK, ça c'est ce qu'on a toujours fait, mais de prendre un point de vue qui n'a jamais été pensé, de vraiment penser complètement différemment. Toutes les découvertes scientifiques qui ont vraiment tout révolutionné, ça a été de justement challenger ce qui se faisait tout le temps, à se dire: «Et si tout ça, en fait, on le mettait à l'envers ou on annulait tout et on pensait ça d'une manière complètement différente?» Et d'être artiste, qui vraiment fait bouger les choses et cetera, c'est des gens qui vont justement dire: «Non, non, non, tout ça, c'est bien beau. Moi, je le vis pas du tout de cette manière-là. Puis si on changeait tout» et donc il y a quelque chose qui est rebelle, mais qui est nécessaire. Il y a quelque chose qui fait bouger les choses, qui est nécessaire, mais il y a quelque chose qui va aussi être d'autant plus difficile, je pense, pour une femme qui a déjà peu sa place, en société, surtout dans ces époques-là. Il y a Jocelyn Bell, justement, une des artistes, mon Dieu, une des Oh! scientifiques qui est représentée dans l'exposition, qui dit elle-même qu'elle souhaite qu'il y ait plus de diversité et plus de femmes en sciences, justement parce que quand tu fais pas partie comme de la norme dans ton milieu, tu arrives avec un regard plus frais, un regard un peu différent, puis que justement, ça peut aider à amener des nouvelles théories Mais tellement. et découvrir des nouvelles choses. Donc, ça corrobore exactement ce qu'on dit en ce moment. Ouais. J'aimerais maintenant qu'on parle des thèmes des épisodes et savoir comment toi, Missimi, tu te positionnes par rapport à ces enjeux-là. D'abord, on a un épisode qui est sur le contrôle des émotions chez les femmes. Justement, on parle de Jocelyn Bell. C'est elle qui a appris littéralement à contrôler ses rougissements quand elle arrivait dans ses cours à l'université parce que les gars de la classe la catcallaient et ça la gênait beaucoup. Et le soir, elle se pratiquait pour contrôler son visage pour ne plus rougir. Et je me dis, c'est vraiment comme puissant là, de vouloir être tellement conforme que même quand tout le monde est un peu contre toi, tu te monitores toute ton intériorité et que tu arrives à le contrôler. Est-ce que toi, tu es quelqu'un qui arrive à faire ça? Est-ce que tu contrôles tes émotions ou non dans la vie de tous les jours? Écoute, je pense que jusqu'à un certain point, dans certains contextes, oui. Je pense comme tout le monde et d'autant plus toutes les femmes, on est un peu obligé. Mais j'ai choisi aussi la voie que j'ai choisie parce que j'ai plus envie, en fait. J'ai plus envie de comment on dit? Mute, mon contexte et mes émotions pour, le bon plaisir des autres. Parce que quand on réagit pas, on mute ses émotions, on est aussi en train de muter notre contexte qu'on est en train de vivre et j'ai envie de parler du contexte dans lequel je vis et donc non. Donc ce que je fais actuellement, non, c'est absolument plus ça. Mais c'est parce que je l'ai beaucoup fait comme tout le monde. Je l'ai vu, ma mère, elle est championne à ça, mais je veux pas. Puis quelle émotion, tu dirais, te drive, toi, principalement? La colère. Ah ouais? Ouais, ouais, la colère. Face à l'état du monde? Oui, en général. Oui, moi, je me permets d'être en colère, mais ma manière de me mettre en colère, c'est d'être capable d'intellectualiser toute ma colère. Et donc, si quelqu'un me reproche ma colère, je vais être capable, au niveau du discours, de le justifier. Donc ça, c'est ma manière de gérer mes émotions. Donc, je vais les vivre, mais je me permets pas de les vivre sans être capable d'avoir une thèse solidissime Les derrière. mettre en contexte. Ouais, On c'est revient ça. au Donc il y a quand contexte. même quelque chose où je fais pas juste les vivre, hop, puis c'est tout, puis tu gères, puis c'est à toi non. Ça, c'est ma manière à moi, je pense, de m'adapter. C'est d'avoir une thèse pour expliquer toutes mes émotions, que j'ai décidé de vivre, en fait. Dans l'épisode sur Mary Jackson, qui a travaillé à la NASA, qui a été ingénieure, elle s'est démarquée par le fait qu'elle mentorait d'autres femmes, qu'elle a voulu vraiment tirer d'autres femmes vers le haut. Et je me demandais, toi, est-ce que tu as été mentorée en tant qu'artiste ou est-ce que tu as mentoré d'autres artistes?
Non. Non. T'as fait ta voix Non. toute seule. Ouais, je l'ai fait toute seule. Je t'avoue que je connaissais pas vraiment qui que ce soit. Hem, et mentorer, pas vraiment. Maintenant, j'ai fait des conférences. C'est pas vrai, j'ai quand même enseigné. J'ai fait tout un programme avec Pop à l'époque, avec une association qui s'appelle Love, Leave Out Violence, où j'avais enseigné à des jeunes qui avaient des problèmes de violence pendant tout un été. On a fait une immense murale, on a beaucoup travaillé, j'ai travaillé mais tous les jours, 5 heures par jour avec eux. Enfin, c'était quand même assez intense. Et j'ai eu ces enseignements ici et là, mais donc oui, je dirais que oui, d'une certaine manière, en fait. Indirect un peu. Indirectement, ouais. Puis toi, tu es autodidacte. Oui. Mmh. Oui, vraiment. Je me suis plantée 1000 fois. J'ai choisi ma manière de faire parce que je ne savais pas faire celle que j'aurais voulu faire. Je sais pas peindre, j'ai pas été à l'école des beaux-arts. Donc j'ai utilisé ce que je savais faire à peu près, c'est-à-dire dessiner avec un crayon à mine, dessiner avec du fusain, de la peinture, découper du papier, c'est ce que j'avais. Et je me suis inventé une technique parce que je savais pas faire de spray paint, je savais pas faire de la peinture à l'huile, je savais pas. Donc oui. Mais c'est inspirant parce que autant on peut valoriser le mentorat puis se dire que c'est une bonne chose d'avoir accès à ça, mais des fois, on n'a tout simplement pas accès à ça. Il y a pas de mentor dans notre entourage. On connaît pas des gens plus expérimentés que nous qui ont fait ce qu'on a envie de faire. Donc, c'est bon aussi de savoir que des fois, on peut juste se lancer puis aller avec le essai-erreur. Puis, Je pense qu'il faut, mais c'est vrai que le mentorat, c'est quand même quelque chose de cool. Puis ça veut pas dire que je pense qu'on peut être mentor sans être quelqu'un qui fait exactement la même chose. De ce point de vue-là, c'est vrai que j'aurais bien aimé peut-être avoir, une femme ou même un homme, qui fait quelque chose qui s'apparente à ce que je fais. Et quand j'étais vraiment découragée toute seule dans mon salon, ils me disent: «Non, ça va aller», au lieu de moi me pick up, toute seule. C'est sûr, c'est toujours plus agréable, puis peut-être que j'aurais été plus loin, peut-être pas, j'en sais rien, mais ouais. ouais. Ou juste de voir que quelqu'un a vécu un moment aussi de doute extrême, puis finalement, s'en est sorti, puis que Oui, ça c'est va ça. mieux Et je pense maintenant. que c'est aussi pour ça que je suis tellement honnête avec ce que je fais, ce que je vis, même si parfois les gens se disent peut-être que j'en parle trop, etc. Mais non, je crois vraiment à partager tout ce qui est, ce qui se dit pas habituellement, surtout pour les femmes, que ce soit justement d'être découragée, de se sentir seule, de se sentir nulle, d'avoir même, genre là, d'avoir mes règles, d'avoir mal au ventre, des petites choses qui sont normales et qui, juste normaliser ce genre de choses-là, honnêtement. Moi aussi, en ce moment, on est in sync, là. Fait Nice. que... Toi aussi? Oh Camille aussi! wow! Oh, on est tous un studio monstrueux. Malade. Tout à l'heure, j'aimais quand tu parlais du panel où tu as rencontré Olivier, puis Ouais. tu disais, c'est drôle parce que la personne finalement qui parlait le plus de ses expériences a le moins parlé, puis toi qui étais la personne la moins expérimentée, finalement, ben, tu t'es lancée. Est-ce que tu as déjà eu un syndrome de l'imposteur? Ça, c'est une thématique qui revenait dans plusieurs histoires des femmes scientifiques qu'on a abordées. Est-ce que toi, tu as vécu ça à certains moments? À fond, je le vis encore. Je le vis encore. Je pense que récemment, cette année, j'ai commencé à le vivre un petit peu moins parce que je me suis forcée un petit peu à regarder tout ce que j'ai fait, puis je me suis forcée à regarder le fait que je l'ai pas mal fait toute seule, en fait. Hem Au lieu de trop me fâcher par rapport à ça, j'ai décidé d'être fière de ça. Mais oui, je me sens hyper imposteur. J'ai pas fait d'école d'art, j'ai pas fait d'école de tout ce que j'en ai fait mon métier. Enfin, et je me fais critiquer pour ça. Et du coup, ça prend tout ce que j'ai pour pas montrer que je me dis peut-être qu'ils ont raison. Mais je veux dire, à un moment donné, on est tous des imposteurs dans le sens où qui vraiment a le droit d'être où il est plus que l'autre? On a créé des institutions qui vont nous enseigner certaines choses. Soit, c'est vrai et c'est bien. Et je pense que c'est une bonne chose. Moi, je suis pour l'éducation. Je suis pas quelqu'un qui est contre l'éducation. Mais à un moment donné, un jour, on se réveille, on ouvre les yeux et un jour, on ferme les yeux. Et tout ce qu'on peut faire de positif dans notre vie, on le fait. Je veux dire, c'est des institutions qui ont été faites par des autres, des êtres humains aussi. C'est pas sacré parce que ça a 200 ans. Enfin, je sais pas. Je pense qu'il faut essayer d'apprendre sa valeur en tant qu'humain, Mhm. pas juste en tant que femme ou dans son domaine, mais vraiment en tant qu'humain, on a le droit. J'aimais aussi quand tu disais qu'il y a eu une année où tu t'es dit que tu disais oui à tout. Oui, Cette année-là. oui, On dirait, est-ce que c'était pour combattre un syndrome de l'imposteur oui. aussi? Oui. Oh ouais, à fond. Ça a été vraiment je me suis dit: «Oh, cette année,
tout ce qu'on me propose et que j'ai envie de faire d'une manière ou d'une autre, je dis oui et je trouve une solution pour le faire après. Et je l'ai fait et ça m'a vraiment fait avancer parce que je me suis fait cette promesse. Sinon, j'aurais dit non parce que j'aurais trouvé 1000 raisons de ne pas le faire. Il y a une citation que j'ai lue récemment. La femme à l'origine est une agente spéciale des États-Unis qui s'appelle Evie Poumpouras. Elle dit « Ne sois jamais la première personne à te dire non ». Je trouve ça tellement puissant parce que c'est vrai. C'est vrai que souvent, comme c'est nous qui nous disons non puis on se lancera même pas. Mais c'est comme non, non. Attends que quelqu'un d'autre de l'extérieur te dise non, tu peux pas te rendre là, non, tu peux pas faire ça, mais sois pas la première. Comme toi, dis-toi oui. C'est marrant parce que moi, mon père, toute ma vie, m'a dit, mon père étant un homme cis très, très Standard. patriarcal, tout ce que vous voulez, il m'a toujours dit c'est quand on te dit non que ça devient intéressant. Lui, il aime quand on lui dit non. Il fait ah ouais, I'm gonna show you. Et je pense que j'ai quand même hérité de ça d'une certaine manière, mais j'ai hérité du oh non, pas trop hyper introverti de ma mère aussi. Donc j'ai souvent aussi cette espèce de double discours. En réalité, c'est assez marrant, mais j'essaie de penser comme mon père un peu plus. Mais c'est fou à quel point c'est généralisé, on dirait le syndrome de l'imposteur. Est-ce que toi, Camille, je serais curieuse aussi de le savoir. Alors, est-ce que t'en as un Camille. des fois? Oui, absolument, là, dans le sens que même dès que je suis rentrée au planétarium, à un certain moment donné, je suis rentrée en tant qu'animatrice scientifique. J'avais fait mon bac en physique. Mais je n'étais pas spécialisée en astronomie. Puis là, j'ai appris plein de choses un peu sur le tas, là, comme on veut dire. Je parlais aux gens, je faisais des spectacles, mais encore là, j'avais une partie de moi qui disait je connais pas là, autant que mes collègues, eux, qui ont étudié plus l'astronomie, l'astrophysique. Aujourd'hui, je suis ici dans ce balado avec toi, Lily, Miss Me, et je me dis, qu'est-ce que je fais ici? Dans le sens que je pense que T'as ta place. je pense que j'ai trouvé ma place au planétarium avec ce que je fais en ce moment, là. Mais reste que ça me quittera jamais. Moi, tantôt, tu parlais de jamais être la première personne à se dire non. Moi, ça a toujours été un peu plus le fake it till you make it, là. Dans le sens que... Un peu, ça ressemble à ce que tu disais tantôt. Là, je vais dire oui. Puis on va voir après. Faire semblant. Faire semblant ou se convaincre qu'on le fait. Puis à un moment donné, tu te rends compte que tu le fais fais. pas donc... semblant, c'est ça. C'est juste qu'il faut que tu te dises, OK, je suis pas vraiment capable, mais je vais faire semblant. Mais dans les faits, c'est ça qui se passe, c'est que tu es en train de le faire. Tu finis par le faire, puis à la fin, tu te dis, ah, ben, je l'ai fait. Finalement. Fait que ça se passe. Mais c'est assez intéressant parce que de se dire qu'on va le faire, c'est souvent... nous, c'est parce qu'on... Enfin, moi, en tout cas, quand je me dis je vais pas être capable, c'est parce que j'ai une idée de ce que ça devrait être qui est beaucoup plus poussée, particulière, professionnelle, entre guillemets, ou finie, avec... que en fait, ça l'est. Et je pense qu'on met des monuments où, en fait, il n'y en a pas. Et je pense que beaucoup d'hommes ne font pas ça. Et je pense que la représentation a quelque chose à voir. Ils se disent, ah bah lui, il l'a fait, moi, je peux le faire. Et nous, on se dit, ouf, pour être à ce niveau-là, il faut être ci, ça, il faut être très professionnel, il faut vraiment savoir ce qu'on a à faire, nanana, parce qu'on ne se voit pas, en fait. On se dit, on a besoin de beaucoup plus de fondations pour tenir droit, alors que je pense, et je pense que la représentation aide à ça. D'où l'importance de la représentation, qui est quelque chose qui peut être un petit peu vu de manière superficielle, et ça l'aide d'une certaine manière, mais il y a quelque chose de... Un message sous-jacent. Il y a quelque chose qui aide dans le futur, vraiment. Ouais, alors je suis tout à fait d'accord avec ça. L'ego, c'est une autre des thématiques parce que j'avais l'impression, en regardant toutes les histoires des femmes, que plusieurs d'entre elles n'avaient pas beaucoup d'ego, n'avaient pas un très gros ego, notamment celles qui laissaient d'autres hommes publier leurs idées à elles en leur nom. Plusieurs femmes comme s'oubliaient ou disaient comme « Ah, c'est correct que j'ai pas gagné le prix Nobel ». Il y avait une espèce d'humilité fondamentale. Je me demandais, toi, ton rapport à l'ego, c'est quoi? Est-ce que tu trouves que c'est bon, que c'est mauvais, que c'est neutre, tout simplement? Dans ce que tu viens de dire, je me demande si c'est vraiment qu'elles manquaient d'ego ou qu'elles avaient un contexte qui leur permettait pas vraiment. De nouveau, il y a un côté un peu survie, un petit peu choisis tes batailles. Parce qu'il y en a, tu sais que tu vas les perdre, ou on va te traiter de folle, on va te traiter de... Pour qui tu te prends, justement.
tu as écrit le truc et en plus, tu veux être reconnue. Mais enfin, Ginette. Choisis ton combat. C'est ça. Il y a quelque chose où le contexte le permettait peut-être beaucoup moins. Je pense que tout d'un coup, et je le vois de nouveau avec ma mère, quand il y a un contexte où elle se permet, elle voit que d'autres se permettent, elle se dit, bah, peut-être moi aussi, je peux me permettre. Donc, l'ego. Après, l'ego, c'est un terme psychanalytique qui pourrait être débattu longtemps. Je pense que l'ego est quelque chose de nécessaire, mais c'est dans ces cas-là, je pense que c'était plus... elles ne pouvaient pas tellement se le permettre. Elles ne sauraient jamais gagner. Elles avaient un monde entier contre elles. Donc moi, oui, je me force à avoir un peu plus d'ego, mais parce que je pense que j'ai un contexte qui me le permet, puis je vois que je peux pousser le contexte un peu plus. Donc, j'essaye. Donc, c'est pas mauvais, c'est bon. Non, je pense que l'ego, c'est comme tout. Trop, c'est jamais bien. Trop peu, c'est jamais bien. Il faut un juste milieu pour être capable de s'aimer, d'être fier de soi, sans s'imposer aux autres, sans oublier les autres. Un équilibre. Donc, il y a un pont, il y a un parallèle entre la science et l'art. Oui, c'est sûr. Ouais. Puis c'est la créativité, c'est la pensée originale, la pensée créative, une capacité de regarder une situation puis d'arriver avec une proposition que les autres avaient peut-être pas vue. Ouais. D'essayer des choses aussi, là. Tu sais, on parle des grandes réussites de plein de scientifiques, mais pour chaque grande réussite, il y a eu tellement de choses qui n'ont pas marché. Ouais, non, c'est vrai. Mais c'est vraiment ça, c'est la pensée originale. Après, c'est sûr que la manière de faire devient complètement différente. Puis la science vit dans des règles, mais même ces règles, elles sont de temps en temps remises en question, je dirais, avec tout ce qui est quantique, etc. Enfin, je veux dire, c'est fou. Mais c'est vrai que la pensée originale, je pense que c'est quelque chose de primordial, vraiment. Ouais. Écoutez, moi, il y a 10 ans, la première fois que j'ai vu ton œuvre, ton vandalisme de cette femme nue avec des oreilles de Mickey sur mon building, mon regard a tout de suite été accroché. Puis là, j'ai très hâte de voir l'exposition maintenant, 10 ans plus tard, que tu fais avec le Planétarium. Il n'y aura pas de nudité. Il n'y aura pas de nudité. Soyez rassurés, il n'y aura pas de nudité. Ce n'est pas nécessaire dans ce discours. C'est des portraits de visage. Ben, merci beaucoup d'être venu participer au balado. Camille merci à toi. aussi. Je suis très contente d'avoir été ici avec vous aujourd'hui. Puis c'est le fun, c'est ça, de voir les deux univers qui se mélangent ensemble. Merci. C'était Nobel, une production du Planétarium en collaboration avec Extérieur Jour. Ce balado est un concept et une réalisation de Lily Boisvert. Idéatrice, Sandy Bellé, Laurence Desrosiers-Guité et Camille Janson-Marcheterre. Basé sur l'exposition Nobel de l'artiste Miss Me, présentée au Planétarium, un musée d'espace pour la vie. Directrice de projet, Alice Renucci. Productrice, Élodie Paulet et Amélie Lambert-Bouchard. Monteur et concepteur sonore, Benoît Dame et Jérémy Jones. Musique, BAM Musique. Merci aux intervenantes et aux intervenants pour leur générosité et leur franc-parler. Nous vous invitons à nous suivre dans un prochain épisode. Merci.